Mon nom est Gérald Chouinard, je suis le responsable du réseau Pommier. Merci d'avoir si bien répondu à cette première offre de webinaire du réseau Pommier. Alors, sur ce, je vais laisser Vincent vous faire sa présentation. Et puis, je surveille le clavardage. La personne qui demande si c'est ici qu'on pose des questions, c'est bien ici. Alors, Vincent, je te passe la parole et je coupe mon micro. Merci Gérald. Bienvenue tout le monde. À voir maintenant 56 personnes branchées, on se dit qu'on aurait peut-être dû faire ça avant. Mais bon, il y a un début à tout. Alors, bienvenue au webinaire sur le feu bactérien, le bio sans antibio. C'est une présentation qui est adaptée d'une première version courte qui a eu lieu lors des journées horticoles et grandes cultures de Saint-Rémy. En décembre. Alors, voilà. Bon, d'où ça part. Bon, pour commencer, qui nous sommes? C'est pas tout le monde qui est en ligne. Vous ne connaissez pas tous l'IRDA. Alors, nous sommes situés à Saint-Bruno de Montarville. On a des nouveaux locaux qui sont en face du parc du Mont-Saint-Bruno. Alors, si vous avez déjà vu ce bâtiment aux formes étranges, c'est nous. C'est l'IRDA et le réseau Pommier sous la gouverne de Gérald Chouinard qui ont produit les bulletins et les avertissements du réseau d'avertissement phytosanitaire. On s'occupe du programme PFI, de la fiche PFI qui est distribuée à chaque année. La diffusion en ligne des modèles pour la tavelure, le feu bactérien, le blanc, l'éclaircissage et différents trucs via RimPro. Et l'animation du groupe d'experts. Le groupe d'experts en protection des pommiers, c'est quand même un groupe qui est très dynamique. Là. Les conseillers publics et privés, il y a différents intervenants de la pomme là, qui se rencontrent plusieurs fois par année pour discuter des problèmes et puis discuter de la recherche qui est en cours et tout ça. Alors, d'habitude, c'est entre nous qu'on parle, mais là, on voulait essayer une autre formule avec ce webinaire. Bon, vous devinez que dans ce beau bâtiment-là, il y a des laboratoires, mais on n'a pas seulement des laboratoires, on a un beau verger en face dans le parc national qui permet de voir même Montréal là, dans le fond. Il faut venir nous voir. Il y a eu des portes ouvertes à quelques reprises en 2016, en 2019. C'est à vous ce verger-là. Hein? Alors, si vous avez des activités de recherche là, que vous aimeriez voir, des besoins qui ne sont pas répondu, n'hésitez pas, on travaille pour vous. Alors, le verger de recherche, on l'a depuis 2004. Là, vous voyez des gros pommiers standards, mais il y en a une grande partie de ça qui a été remplacée. On a gardé quand même un secteur patrimonial. Il y a des essais de pathologie, d'entomologie, mais les collègues du MAPAC et tout ça ont des essais d'éclaircissage. Si Serge Manta est en ligne, il y a maintenant une parcelle de récupome là, qui en fait, les pommiers qu'on voit sur la photo n'existent plus parce que c'est la parcelle de récupome qui les a remplacés. OK. Alors, un webinaire Pomicole, c'est la première fois que j'anime ça. J'ai assisté à peu de webinaires. Alors, c'est une formule interactive, puis à distance, on peut assister. Ça nous semblait intéressant. Alors, c'est une première tentative. Vous pouvez, comme Gérald l'a décrit, poser vos questions et puis on va essayer de répondre après. Donc, c'est Gérald qui est animateur. Soyez indulgents, on n'est pas des communicateurs professionnels, on n'est pas des spécialistes en communication informatique. Alors, voilà. Si ça marche, si vous êtes content, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Je veux dire, c'est un peu une coïncidence que le premier webinaire soit sur le feu bactérien, mais moi, j'aimerais bien vous parler de pulvérisation, de RimPro, de tavelure, de l'estivage de fongicides. Puis Gérald et Daniel ont aussi des sujets qui aimeraient discuter, donc de carpeaux, de charançon, etc. Alouette. Alors, n'hésitez pas à proposer des sujets, puis on pourra renouveler cette expérience. Ce webinaire est centré sur le feu bactérien. Il a été inspiré par un webinaire qui a eu lieu il y a quelques mois, qui était organisé par le Northeastern IPM Center. Comme tous les webinaires, celui du Northeastern IPM est enregistré. Vous pouvez le consulter à loisir. Alors, moi, je l'ai repris. J'ai ajouté des trucs. Voilà, c'est ça qui servait de point de départ. Ça va couvrir les aspects pratiques, c'est pas pour présenter des travaux scientifiques, c'est pas pour présenter des résultats de recherche, c'est vraiment ni la biologie, là, on est vraiment dans le pragmatique et dans comment on gère le feu bactérien.
La première partie va être sans antibiotiques, ce qui ne veut pas dire strictement en mode bio, puisque dans la deuxième, moi, j'aimerais bien vous parler d'apogée. La seule chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, finalement, c'est du streptomycine. Pourquoi un webinaire comme ça qui ne parle pas de streptomycine? Bien, à mon grand étonnement, en fait, ça a été une demande. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, comment on fait? Moi, je ne veux pas utiliser de streptomycine. Comment on fait pour gérer ça? Il y a eu de l'intérêt. Bon, évidemment, vous savez qu'en Europe, il n'y a pas d'antibiotiques qui sont homologués pour le feu bactérien. Donc, ça m'a plutôt étonné parce qu'avec la streptomycine, c'est un outil qui est tellement puissant et efficace. Parfois, il y a des choix là où on dit on préfère ne pas utiliser ça. Voilà. Alors, c'est le point de départ de ce webinaire. Le feu bactérien, malheureusement, ça peut avoir l'air de ça. C'est pas du Photoshop, c'est une photo que je présente souvent. Elle vient de Tim Smith, et puis c'est ce qu'on veut éviter. Je veux dire, il faut toujours garder à l'esprit que ce genre de symptômes où on voit du feu bactérien à perte de vue, c'est possible et c'est dramatique. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle du feu bactérien. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Et puis, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous savez qu'au Québec, on n'est pas à l'abri de ça. Alors, la photo du Michigan, mais au Québec, en 2016, on a eu du feu bactérien dans la région de Oka, de Montagne. C'était partout dans les journaux. Pour que des questions soient posées à l'Assemblée nationale sur le feu bactérien, c'est pas évident. Alors, voilà. C'est suite à l'épisode de feu bactérien de 2016, ben, le gouvernement du Québec, vraiment, ils ont pris différentes mesures, là, puis on était très contents que on s'est vu accorder un mandat spécifique qu'on appelle, nous, à l'interne, l'annexe 6 sur le feu bactérien. Alors, c'est notre rôle, ça a toujours été notre rôle, mais là, on avait un budget, un mandat, des objectifs. Ça a été, c'est presque complété maintenant, là. Depuis l'épisode de feu, on a eu quelques années d'expérimentation et tout ça. Puis là, ça achève. Alors, printemps 2020, il n'y a plus de projet spécifique sur le feu bactérien. On aimerait ça pouvoir continuer la recherche. Là. Alors, on applique à différents programmes, mais officiellement, l'initiative sur le feu bactérien, c'est terminé. Il y aura certainement d'autres épisodes de feu bactérien, puis j'espère qu'on aura d'autres projets de recherche pour pouvoir mieux répondre à vos besoins. OK. Faut savoir d'où ça part pour pouvoir bien lutter contre cette maladie-là. À l'origine, le feu bactérien, c'est une maladie, là, historiquement, puis je ne vais pas parler longtemps d'histoire, sauf que vous allez comprendre que tout ça, ça part d'un contexte. C'est vraiment la toute première maladie bactérienne qui a été identifiée sur des plantes. Alors, historiquement, elle est importante, mais ce qui est important dans notre contexte, c'est que cette maladie-là, elle part d'ici, elle part d'Amérique du Nord. On a des arbres dans la forêt qui peuvent porter cette bactérie-là et elle ne cause à peu près pas de symptômes. Un agent pathogène qui tue son hôte, ce n'est pas un bon agent pathogène. Alors, dans la nature, avant que les Européens arrivent en Amérique, la bactérie Erwinia melovora vivait très bien, en quasi-harmonie avec les arbres qu'elle infectait. C'est vraiment seulement lorsque les Européens sont arrivés avec des cultivars de pommiers très sensibles qu'on a commencé l'agriculture, la production de pommes de façon intensive. Plus on intensifie la production, plus on a des problèmes de feu bactérien. Il faut le comprendre, c'est comme ça. Le tout premier guide à l'intention des producteurs de pommes au Québec, rédigé en 1862, l'abbé Provencher, dans ce document-là, on parle du brûle, on parle de cette maladie catastrophique des pommiers, mais il n'y a jamais mention de la tavelure. Alors, à ce moment-là, on ne connaissait pas la tavelure, mais on connaissait le feu bactérien. Donc, on a toujours eu cette maladie-là ici. Puis, il faut apprendre à la gérer dans un contexte d'agriculture intensive. Alors, avant de commencer à traiter, il faut réaliser quoi? Il faut réaliser que tous nos vergers sont entourés d'hôtes alternes, des réservoirs de bactéries qui se maintiennent d'année après année. Aubépine, à Mélanchier,
des plantes qu'on connaît, qui nous entourent, qui vont discrètement, très discrètement avoir des symptômes. Ce n'est pas toujours évident de savoir que ces plantes-là sont infectées parce que la bactérie vit bien avec. Aronia, moi je ne suis pas botaniste, mais ça c'est tiré d'une pancarte en fait qu'on trouve dans dans les sentiers là, du Mont-Saint-Grégoire. Donc c'est une plante qui est là, qui est décrit comme un arbuste commun. Voilà, le sorbier qui est là, ben, il y en a partout. Celui-là, il est carrément à l'entrée du verger à Saint-Laurent-de-Montarville. Je suis passé devant des dizaines et des dizaines de fois sans le voir. Cette année, je suis allé le prendre en photo parce que j'ai fait comme bon, OK, c'est partout autour de nous, les arbres qui peuvent porter cette bactérie-là. Alors, le verger du Mont-Saint-Bruno, qui est au sommet là, du parc du Mont-Saint-Bruno, vous voyez qu'il est entouré de maisons. Là. Alors, d'un côté, ici, le verger se termine carrément sur les maisons, puis il y a d'autres maisons pas loin. Les arbres autour, bien évidemment, c'est un parc national, donc tous les autres du feu bactérien peuvent se retrouver. Donc, la forêt, les aménagements paysagers de vos voisins, tout ça, évidemment, c'est là où on va trouver les foyers. Et puis, bon, juste pour provoquer, est-ce que cette maladie-là n'est pas aggravée par l'humain? Si les gens qui étaient présents aux Journées horticoles à Saint-Rémy, vous avez fait la connaissance de Laurent Roche, qui est vraiment un conférencier fabuleux, vraiment un gars exceptionnel, qui sait communiquer sa science, il est venu nous parler de conduite de l'arbre et tout ça. Puis, j'ai eu l'audace de tirer carrément une image de sa présentation. C'est une boutade, mais il faut reconnaître là, la réalité que si on avait, nous, les pathologistes, à concevoir un arbre qui serait 100% sensible aux feux bactériens, on ne ferait pas mieux. On ferait quoi? Ben, on prendrait des arbres, on mettrait les branches les plus courtes possibles pour faciliter le mouvement de la bactérie pour qu'elle puisse rentrer dans l'arbre et venir infecter le tronc. On choisirait des porte-greffes évidemment sensibles pour qu'une fois que la bactérie est rentrée, bien, elle puisse tuer l'arbre. On grefferait sur ces porte-greffes-là des variétés très sensibles, encore une fois, tout pour maximiser l'infection. Puis, tant qu'à faire, on va commander ces arbres-là dans des endroits où il y a du feu bactérien, où on n'a pas trop de considération pour l'origine du bois de greffe. Ces arbres-là, une fois greffés puis qui vont avoir poussé dans la pépinière, souvent, ils vont être asymptomatiques, c'est-à-dire que vous allez acheter un arbre, vous ne saurez pas nécessairement que cet arbre-là est porteur du feu bactérien, puis vous allez avoir en prime de la résistance parfois à la streptomycine qui va être intégrée dans ces arbres-là parce que justement, la maladie est là, puis la bactérie qui est présente est déjà résistante à la streptomycine. Ne riez pas, je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est probablement comme ça que la résistance à la streptomycine va arriver. Puis bon, une fois qu'on a acheté nos arbres, évidemment, on veut qu'ils poussent rapidement, donc on va les forcer par tous les moyens horticoles connus, d'engrais et tout ça pour qu'ils poussent rapidement. Puis ça, ben, c'est fabuleux, c'est exactement ce que la bactérie préfère. Par ailleurs, en plus des considérations, mettons, horticoles, la période de floraison a changé, les dates de floraison ont changé, la longueur de la période de floraison a augmenté. Donc, c'est tout qui a changé. Les vergers ont changé entre les pommiers du 19e siècle, puis l'intensification, puis le climat change. Donc, tout, en fait, va en faveur du feu bactérien. Puis je dis que c'est grâce aux horticulteurs si moi j'ai un arbre. OK. Est-ce qu'on peut changer ce paradigme-là? Est-ce qu'on peut revenir à un autre mode de production? C'est pas simple. Ce que je dis, c'est que l'avenir, c'est pas le passé. On n'a pas le choix. Il y a des impératifs économiques. Donc, la haute densité est nécessaire si on veut imaginer qu'un jour, nos pommiers vont être taillés et cueillis par des robots. Je ne vois pas comment on pourrait revenir à des pommiers de type standard. Donc, la haute densité, c'est là pour rester. Les cultivars, ben, c'est le client qui, à la fin de la journée, a toujours raison. Donc, on va lui vendre ce qu'il veut acheter. Donc, le choix du cultivar, c'est une avenue qui est, mettons, limitée. Selon votre marché, là, c'est très limité. Donc, production intensive, on va continuer à pousser nos arbres, à faire beaucoup de pommes, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire quand même.
Ça commence avec votre pépiniériste, évidemment. La source de bois pour le greffage, vous allez acheter des arbres. Ben, si il y a de la maladie dans le verger qui sert de source pour le bois de greffe ou dans les vergers environnants, ça part mal. Parce que même si le pépiniériste choisit des pousses qui ne sont pas infectées, tout a l'air beau, c'est pas dit qu'il ne va pas se ramasser avec les arbres qui vont être infectés et asymptomatiques. Vous devriez aussi choisir des porte-greffes résistants puis performants. C'est possible, hein? Je veux dire, il n'existe pas seulement le M9, il y a moyen d'avoir des arbres qui sont performants et résistants aux feux bactériens. On voit régulièrement des pommiers, ça en fait ici c'est un Macintosh là, où il y avait carrément aucun symptôme, mais l'arbre est mort parce que la bactérie est passée au travers de l'arbre et est venue tuer le porte-greffe. Si cet arbre-là avait été greffé sur un porte-greffe tolérant, genre B9 et compagnie, ben, il serait en vie. On aurait eu juste à nettoyer peut-être quelques symptômes sur le sillon, puis ça aurait été correct. Il y a deux séries, la série Geneva, les porte-greffes de Cornell qui sont résistants aux feux bactériens, et la série Bodogowski qui est la même chose. Il n'existe pas que le B9, il y en existe d'autres. Puis je pense que ça devrait être un critère. Là. Ça part de là. Avoir des arbres qui sont exempts de maladie, des arbres qui vont naturellement mieux résister à la maladie, c'est un bon point de départ. Si vous pouvez atténuer les symptômes, ça ne veut pas dire que les arbres ne vont pas être atteints par le feu bactérien, sauf que si vous pouvez éliminer les symptômes sur les parties aériennes, puis que le porte-greffe est en vie, vous pouvez repartir un arbre à peu de frais là, ou à moins de frais que si on repart complètement. Phénologie et épidémiologie. Je vous ai dit que ce ne serait pas une présentation sur la bio et tout ça, donc ça va être très succinct, juste pour mettre la table pour la suite. On a expliqué tout à l'heure que le feu bactérien, ça partait des différentes plantes dans votre entourage, les aménagements et tout ça. Au printemps, il va y avoir un saut de ces chancres d'hivernement qui peuvent être dans votre verger aussi, vers les fleurs à mesure qu'elles éclosent. La population de départ d'une fleur, c'est toujours zéro. Si on vient échantillonner des bactéries ici, on n'en trouve jamais. Puis, une fois qu'une fleur est ouverte, il y a vraiment seulement une période de 2 ou 3 jours où une bactérie peut arriver par un insecte et venir s'installer. Là, le premier saut entre un chancre et la fleur, ce n'est pas une abeille qui va faire ça. C'est plus des mouches qui vont visiter les fleurs, mais ce premier saut-là, une fois là, que la fleur a déjà 2 ou 3 jours, la part de bactéries, là, si la fleur n'a pas déjà été colonisée, elle ne le sera pas. Mais une fois colonisé, par exemple, si les conditions météo, s'il fait chaud, la multiplication bactérienne sur 4 ou 5 jours, elle peut être extrêmement rapide. Évidemment, s'il fait froid, il y a peu de multiplication bactérienne. Puis, il va y avoir une infection seulement à la fin de la séquence si c'est propice. Autrement dit, s'il y a de l'eau qui va amener des bactéries, des stigmates de la surface qui a été colonisée, et qui amène les bactéries jusqu'au fond de la corolle, dans l'hypanthium, à ce moment-là, il va y avoir infection. Mais ça prend toute cette séquence d'événements-là, des bactéries dans votre entourage, l'éclosion, des conditions favorables pour la multiplication et l'infection, sinon il n'y a pas de maladie. Dès que les fleurs sont en fait assez vieilles, là, qui ont perdu leurs pétales et tout ça, la fleur devient de moins en moins sensible, puis c'est terminé. Là, la phase la plus critique du feu bactérien, qui est la phase florale, ça se termine. OK. Alors, comment on fait pour gérer ça, sachant comment la bactérie fonctionne? La séquence que je vais vous présenter ici va s'adapter, on va dire, les années qui sont favorables au feu, pas favorables au feu. Ce qui est en vert, c'est on fait ça à tous les ans. À tous les ans, ça part par nettoyer sa cour. Au débourrement, un cuivre, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Lorsque on a une première fleur reine qui est pollinisée, vos belles pommes sont toujours sur la fleur reine qui est pollinisée. Donc, toutes les fleurs additionnelles ne sont pas utiles. Vous allez vous battre pour faire d'éclaircissage par la suite. L'éclaircissage, ça fait partie intégrante d'une gestion du feu, que ce soit en bio ou en conventionnel, mais en bio, encore plus. Hein, il y a peu d'outils en bio. Puis la bouillie sulfurique est utilisée, très efficace pour ça. À mesure que les fleurs
s'ouvre, si l'année n'est pas très à risque, vous pouvez continuer une stratégie d'éclaircissage, là, brûler les fleurs à mesure qu'elles ouvrent, ou vous pouvez passer à la lutte biologique qu'on va décrire en détail un peu plus tard. En pleine fleur, avoir une étape de désinfection biologique, encore une fois seulement si le risque le justifie. À la noison, on va parler de physiologie, on va parler de fertilisation. En cours d'été, le pluie estivale peut être une bonne idée pour limiter la propagation des symptômes puis éliminer les pousses infectées. Évidemment, seulement les années où c'est un problème. Mais l'objectif, ça va être le bourgeon terminal. Quand la plante arrête de pousser, quand on est à la fin du cycle végétatif, il n'y a plus d'infection possible. On peut s'acharner sur un arbre. Lorsqu'une pousse a atteint son bourgeon terminal, c'est impossible. Ce dont on ne va pas parler du tout, c'est d'antibiotiques pendant la floraison, mais on va parler d'apogée kudos, un régulateur de croissance un peu plus tard. OK. Nettoyer sa cour, c'est quoi? Après le passage du feu bactérien, là, vous allez voir des chancres un peu partout dans le verger. Ça va être noirci, ça peut prendre différentes apparences. Ici, on a un chancre qui est, on va dire, non déterminé. Là. Il n'y a pas de bordure bien définie. D'autres fois, ça va être des bordures de chancre qui sont plus déterminées. Quand les bordures sont plus déterminées, elles sont moins souvent porteuses au printemps suivant. Les chancres les plus dangereux, c'est ceux-là, là, quand les symptômes sont très diffus. On fait quoi? Évidemment, vous pouvez couper carrément la branche. Bien sûr, ça fait des arbres, des fois, qui sont très abîmés, là, on va dire des poteaux de téléphone, mais ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez aussi faire du curetage. Alors, vous pouvez, avec un couteau agronomique, venir enlever le chancre. Les bactéries sont surtout là, à la bordure, là où finalement la transition se fait entre le bois malade et le bois sain, c'est là qu'on trouve les bactéries. Donc, si vous pouvez nettoyer les pourtours de chancre en hiver, là, vous pouvez y aller à cœur joie, il n'y a pas de danger de contamination. C'est la bonne saison pour le faire. Il y a des gens qui sont très habiles avec les scies à chaîne, peut-être pas sur du petit bois comme ça, mais un couteau agronomique, là, ça peut faire des miracles. Puis, enlever partout où vous voyez des symptômes. Est-ce que vous allez en venir à vous complètement? Non. C'est une opération sur du long terme quand le verger était très affecté, mais vous allez certainement vous donner de la marge de manœuvre. Mieux vous faites le travail de nettoyage, moins grave seront les risques d'infection par la suite. C'est vraiment pas négligé. Je sais que c'est le genre de... Il n'y a pas de solution miracle pour le feu bactérien, mais bien nettoyer sa cour, ça en fait partie. Nettoyer sa cour, ça veut aussi dire se débarrasser malheureusement des beaux arbres et arbustes qui sont les hôtes naturels de la bactérie. Il y a un avantage, c'est que ces arbres-là, ben, ils sont tous relativement proches du pommier. Ils fleurissent à peu près au même moment, donc ils sont visibles. Alors, il faut couper ce qui fleurit au printemps. C'est malheureux, là, mais ces autres-là, ils sont discrets. Hein? Ils ne vont pas vous dire, moi, j'arbore la bactérie. Il faut s'en débarrasser. Si on veut faire de la pomiculture, c'est difficile de tolérer ces plantes-là à proximité des vergers. Donc, facile à localiser et évidemment, ça prend l'autorisation de votre voisin pour aller visiter son aménagement paysager. Il y a moyen de négocier avec lui, j'imagine, une boîte de pommes donnée à son voisin, ça fait beaucoup de millage. On l'a fait à l'IRDA. Donc, c'est ça, c'est dans votre intérêt. Puis votre voisin aussi peut comprendre qu'il y a des plantes qu'il choisit qui vont être problématiques. Il faut parler à ses voisins. Trop souvent, là, on voit ça, là, aux deux voisins là, qui sont deux pomiculteurs qui ne peuvent même pas s'entendre pour l'emplacement d'une clôture à chevreuil. Ben, ce voisin-là contamine celui-ci. Ça, là, c'est une pousse de feu bactérien parce qu'au travers de la clôture, on pouvait voir la source d'inoculum chez le voisin. Il n'y a pas de magie, là. Il faut contrôler ça sur une échelle plus grande que juste votre verger. Donc, les autres naturels, mais aussi les pommiers à proximité, ceux auxquels vous n'avez pas toujours accès.
Une fois avoir nettoyé sa cour, le cuivre au printemps, ça devrait faire partie là, de la recette habituelle d'un pomiculteur. Au stade d'ébourrement, le plus tard vous pouvez tolérer, le mieux. Ça va dépendre des cultivars, mais du cuivre au printemps, ça fonctionne très bien. Vous n'allez pas tuer toutes les bactéries présentes, mais dans tous les tests où ce genre d'applications-là sont faites, on constate une diminution de l'infection par le feu bactérien. Donc, c'est ça, vous allez tuer une partie des bactéries à la surface des chancres. Vous pouvez mélanger le cuivre avec l'huile de dormance pour une opération, mettons, contre les acariens rouges en même temps. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est une option qui est possible. La dose de l'étiquette, pour la tavelure du pommier, on a besoin de très peu de cuivre. Hein. Souvent, le 8e ou le 10e de la dose qui est homologuée va suffire pour la tavelure. Mais de ce qu'on a comme information, c'est très difficile de couper la dose de cuivre pour l'application du débourrement. Ça prend beaucoup de cuivre, puis ce cuivre-là doit rester là un certain temps là, pour pouvoir bien interagir avec les bactéries des champs. Donc, c'est ça, votre première application va en même temps faire une pierre deux coups pour la tavelure, donc vous avez déjà un fongicide en place. Quand vous le faites. OK. Il y a un petit peu de temps qui passe, on a une première des fleurs qui sont ouvertes, vous avez pollinisation de ces fleurs-là, puis dès qu'on a suffisamment de fruits dans la parcelle, ben, il faudrait penser à éclaircir. L'éclaircissage, là, c'est une opération qui est cruciale en pomiculture, qui est délicate. Je comprends qu'il y a des risques, mais il faut le voir du point de vue horticole, mais il y a certainement des avantages d'un point de vue de la lutte contre le feu bactérien. Brûler des fleurs avec de la bouillie soufrée, c'est une application, c'est quelque chose qui est standard dans le monde bio. On fait ça. Alors, les recettes, mettons, classiques de la vieille littérature, on appelle ça du liquid lime sulfur. Bouillie soufrée, c'est la même chose, en mélange avec de l'huile. Le classique des classiques, c'était du fish oil lime sulfur, donc de l'huile de poisson et de la bouillie soufrée. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'huile de poisson. N'importe quelle huile agronomique fonctionne. Mais voilà, alors ça, c'est un classique. Et c'est vraiment mesurable. Hein? À chaque endroit où on a fait ça, il y a une réduction des symptômes. C'est pas magique. Vous ne pouvez pas compter seulement sur le brûlage des fleurs pour gérer le feu bactérien, mais ça fait partie de la solution. Puis l'éclaircissage, ça a d'autres vertus, là, régulariser la vigueur, etc. Là, c'est quelque chose, ce que j'entends, c'est qu'en production bio au Québec, on n'intègre pas nécessairement l'éclaircissage, mais il faut vraiment y penser. Retirer les abeilles dès que c'est possible. Je comprends qu'avec plusieurs cultivars qui n'ont pas des floraisons, même date et tout ça, c'est compliqué, mais le plus tôt les abeilles sortent du verger, le moins de contamination que vous avez. C'est sûr. Les abeilles vont revisiter les mêmes fleurs, ils vont continuer à propager la bactérie, alors que leur rôle est déjà terminé. La lutte bio. Les fleurs continuent d'ouvrir, mais un peu plus qui est un peu plus favorable au feu bactérien. On ne va pas compter seulement sur l'éclaircissage. On va faire quoi? Alors, on est pendant la période d'éclosion. On va utiliser une levure qui s'appelle le Blossom Protect. Donc, cette levure-là qui vient avec un tampon acide, ça va vraiment carrément acidifier la corolle de la fleur, ça freine la multiplication bactérienne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne bien. C'est le meilleur outil en agriculture biologique qui est disponible. Alors, vous avez commencé une séquence où il y avait de la bouillie soufrée parce que vous faisiez de l'éclaircissage, puis vous allez passer de la bouillie soufrée au Blossom Protect dans un programme. Quand il fait chaud, le temps entre deux applications de Blossom Protect peut être très court. Ça peut être aussi court que 48 heures parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui s'ouvrent en même temps. Puis le produit, il faut vraiment l'appliquer à la mesure que les fleurs s'ouvrent. Ça ne veut pas dire toujours 48 heures. Ça, c'est 48 heures, là, c'est dans les pires cas, mettons. Le produit n'a pas d'efficacité juste avant l'infection, donc
18 heures, une application de Blossom Protect, 18 heures avant l'infection, mettons on joue avec le feu pour ne pas faire une mauvaise blague, là, c'est limite. Normalement, c'est jusqu'à 24 heures avant une infection connue de feu bactérien, là, où on sait, OK, c'est à ce moment-là que la bactérie est rentrée. Si vous êtes rentré 24 heures avant, la levure va avoir eu le temps de faire son travail, mais plus court que ça, c'est très limite. On va essayer d'optimiser aussi le nombre d'applications de Blossom Protect parce que, bon, ça coûte quelque chose. Là, il y a des considérations d'assurance agricole et tout ça, mais ce n'est pas bon marché. Puis plus que 3 applications, là, c'est une levure qui peut coloniser la pelure des fruits, qui va causer des problèmes de rousseur. Donc, jusqu'à 3 applications, ça va, puis les problèmes de rousseur, ils sont anecdotiques, là. Mais si vous dépassez ça, bien là, vous allez avoir des problèmes. OK. Comment on fait pour, mettons, optimiser le nombre d'applications? Bien, pour commencer, il faut apprendre à gérer un peu le risque du feu bactérien. Ce que je vous présente ici, c'est le modèle RIMPRO. Sur l'axe des X, en bas, vous avez les différentes dates. Là, on est au mois de mai, le 20 mai, les heures durant le jour, 21 mai, etc. Puis, pour chacune des journées, on a la population bactérienne sur les fleurs qui vont éclore cette journée-là. Ici, vous voyez, j'ai début de la floraison de la pomme. Alors, ça veut dire que ici, là, j'ai peut-être l'éclosion de fleurs, mais ce n'est pas du pommier. Donc, si ici, la ligne est en rouge, puis on voit que là, la population progresse au point où j'atteins un niveau critique, puis des risques d'infection et tout ça, mais si c'est avant la floraison dans votre bloc de verger, vous ne devriez pas vous en inquiéter. Il n'y a pas de fleurs chez vous avant, mettons, le 21 mai. Donc, il faut considérer les cohortes de fleurs. S'il y a quelques fleurs qui ouvrent, ben, ça n'a pas le même danger qu'un paquet de fleurs qui ouvre. Alors ici, j'ai pris l'exemple à dessin parce que cette ligne rouge-là, elle n'est pas inquiétante. Donc ici, je n'ai même pas de ligne qui démarre le 21 mai. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. En fait, on voit que la ligne est venue se coller à la ligne du 22 mai parce qu'il n'y avait pas de conditions favorables pour la colonisation. Donc, vous voyez ça, puis on fait comme, ben, on ne va pas s'inquiéter. Il n'y a pas vraiment matière à passer au Blossom Protect. Donc, c'est une éclosion avec un risque relativement faible. Puis, dans une année comme celle-là, ben, les mesures annuelles, on a nettoyé notre cour, on a fait de l'éclaircissage, etc. Ça devrait suffire. Ce n'est pas un problème. Il y a d'autres années, par exemple, où durant la même année, mais plus tard en saison, là, le risque augmente. Même histoire. Alors là, on voit qu'il y a plus de lignes rouges là, qui apparaissent, donc des populations bactériennes qui augmentent, des risques d'infection. Ici, j'indique que je dépasse le seuil d'infection. Donc, un peu plus inquiétant. Puis là, la stratégie, ça va être de choisir des dates où on va attraper le plus de fleurs possible avec notre même application de Blossom Protect. OK. Si je fais une application le 23 mai, ben, les fleurs éclosent le 24-25 ne sont pas protégées. Mais celles du 23 mai, je vais les coloniser, puis je devrais réprimer le feu sur ces fleurs-là. Jusque-là, ça va. Mais si j'attendais un peu plus tard pour faire mon application, je peux, sans flirter avec la date d'infection, si j'attends le 25, ben, je vais attraper les fleurs du 24 et du 25. Elles ne sont pas à risque, mais je vais couvrir plus de fleurs en attendant le plus longtemps possible. Donc, il faut attendre sans dépasser le seuil d'infection. Je comprends que là, il faut être très proche de son verger, il faut regarder les choses de près, puis c'est juste dans le but d'optimiser. Je comprends que ce n'est pas toujours possible de le faire, mais ici, avec une seule application, on couvre le risque avant l'infection puis dans les délais. Je fais exprès pour montrer un exemple où, justement, ce n'est pas possible avec un seul traitement, où ça prend vraiment 2 traitements rapprochés. On fait une application, je décide, là, ici, on est au 8 juin, mettons qu'on est dans la région de Québec, qu'on est en floraison. J'ai couvert ma cohorte du 8, puis je devrais, la levure devrait combattre bien les bactéries, mais il faut que je revienne plus tard parce qu'en fait, les fleurs éclosent le 9, elles ne sont pas protégées. Donc, ça arrive, c'est normal. Alors ici, j'ai à peu près 48 heures, des fois un peu moins, là, mais entre 2 applications. Mais
faut essayer de viser l'optimisation du nombre de traitements pour couvrir le plus de fleurs possible. OK. Il y a d'autres considérations. Le Blossom Protect, c'est une levure. Une levure, c'est un champignon. Et au travers du feu bactérien, il faut aussi gérer la tavelure. Alors, je vais représenter sur un petit graphique des applications de Blossom Protect encore avec ma flèche verte. Du Blossom Protect en mélange avec du cumulus, qui est du soufre, qui a une relativement bonne efficacité contre la tavelure, puis qui ne tue pas ma levure. Alors, ce mélange-là est compatible, Blossom Protect et cumulus, mais il n'y a à peu près rien d'autre qui est compatible en mélange avec le Blossom Protect pour lutter contre la tavelure. Il faut faire très attention aux fongicides qui sont appliqués parce que la belle levure que vous avez installée pour le feu bactérien, vous pouvez facilement la tuer. Alors ici, je vais représenter des fongicides qui vont tuer votre levure avec une belle flèche orange. OK. Alors, saison normale au Québec, il pleut, tout ça. Alors, j'ai fait un fongicide. Là, je ne m'inquiétais pas à ce moment-là de feu bactérien. J'ai combattu la tavelure pendant la fenêtre de germination. Je suis content de ma job, pas de problème. Sauf que la température se réchauffe, puis là, je sens le besoin de mettre une levure pendant la floraison. Jusque-là, ça va. La levure que je vais appliquer ici, elle a son tampon, elle est conçue pour s'installer. Je peux faire un traitement de levure après un fongicide. Ça va. Le problème va venir s'il y a une autre période de pluie qui arrive. Puis là, je dis, ouais, là, j'ai des feuilles à découvert, puis je veux venir traiter ici. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si vous venez faire un fongicide classique, un peu comme vous avez fait quelques jours auparavant, bien là, vous allez tuer la levure en place. Et c'est là qu'il y a un problème. Alors, vous pouvez décider de revenir à nouveau avec un Blossom Protect pour réinstaller de la levure, mais évidemment, ça coûte cher. Ce qui est préférable, c'est de dire, bien, je vais faire un mélange de Blossom Protect et de Cumulus, fait que je vais couvrir mon infection. Mais évidemment, c'est plus facile à faire, c'est plus facile à discuter au mois de janvier dans un webinaire que pendant la saison de croissance. On comprend ça. OK. Une autre problématique, c'est le cuivre qui vient après le Blossom Protect. Le Blossom Protect, ça acidifie. Donc, dès que vous mettez du cuivre, là, au signe d'arrêt en rouge, là, pas une bonne idée parce que du cuivre, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de clients de vos clients qui vont faire ça, mais du cuivre dans des conditions acides, là, ça peut faire des dégâts. La désinfection biologique maintenant. La plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous allez entendre cette approche-là. En fait, moi, je l'ai appris seulement au mois d'octobre cette année. Là. Alors, c'est des résultats de travaux dans le nord-est des États-Unis avec un produit qui s'appelle l'Oxidate, qui libère du peroxyde. Alors, on est dans la période de floraison. On se dit, OK, là, j'ai adopté une stratégie avec du Blossom Protect. Mes fleurs sont entièrement ouvertes, mais là, vraiment, les risques sont vraiment très élevés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir stériliser en surface les fleurs. Le peroxyde va venir détruire les bactéries puis venir nettoyer la place. Et puis, dans cette fenêtre-là, en fin de floraison, mettons, là, au moment de juste un peu avant l'infection, c'est la fenêtre la plus optimale pour l'oxydate. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez dire, OK, aujourd'hui ou demain matin, je pense bien qu'il va y avoir de la rosée. Donc, vraiment, là, au moment de l'infection, vous allez avoir de l'activité. Je suis à peu près certain qu'après l'infection, ça ne sert à rien. Les tests en ce sens-là n'ont pas vraiment été faits, là, mais parce que ça fait une stérilisation de surface, ça n'ira pas chercher des bactéries qui sont déjà rentrées dans l'hypanthium des plantes. Mais ça peut être une option qui est vraiment utile en cas de pression forte. Les résultats que j'ai vus étaient vraiment intéressants. Mais ça ne remplace pas le Blossom Protect. Ça vous prend une stratégie où vous êtes passé là, vous y souffrez pour l'éclaircissage, vous avez fait du Blossom Protect pour atténuer la multiplication bactérienne, puis à la fin de la séquence, vous arrivez avec l'Oxidate. Essayez pas juste de dire « Ah, je vais juste faire un Oxidate à la toute fin », vous allez être amèrement déçu. Et dans les tests, c'était bien clair qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors,
Dans des cas de risque moyen, le Blossom Protect tout seul fonctionne très bien. Même en fait, on a bien travaillé avec des risques élevés avec du Blossom Protect, ça réussissait très bien. Mais il y a moyen d'ajouter à cette efficacité-là avec l'oxydate. Alors, le dernier Blossom Protect, vous l'avez fait au moment où vos fleurs sont 100% ouvertes. On a appris en début de présentation qu'il y avait, à partir du moment de l'ouverture de la dernière fleur, il y a une courte période pendant laquelle les fleurs peuvent être colonisées. Puis là, on peut arriver avec de l'oxydate et venir nettoyer, puis il n'y aura pas de recolonisation par la suite parce que la bactérie ne peut pas faire ça. Alors, 48 heures après le dernier Blossom Protect, mettons, et les fleurs sont toutes ouvertes et tout ça, c'est vraiment une bonne fenêtre pour venir faire un peroxyde. Dans les tests américains, ils faisaient jusqu'à 2 oxydates après les séquences de Blossom Protect, et puis il y avait des résultats qui étaient encore améliorés. Pas vraiment 100% clair comment l'efficacité est améliorée. C'est peut-être une question de pulvérisation et tout ça, ou que les fleurs n'étaient pas nécessairement toutes ouvertes, mais dans leur test, là, oxydate jusqu'à 2 fois, il y avait un avantage d'aller jusqu'à une deuxième fois. Moi, de ce que je dégage de leurs travaux, c'est que 48 heures après 100% de floraison, c'est vraiment l'optimum pour l'utilisation de l'oxydate. Tant que ça précède le moment de l'infection, évidemment. Alors, si il y a une infection avant ça, puis vous sentez que le risque est très élevé chez vous pour toutes sortes de raisons, mais là, vous pouvez y aller évidemment un peu plus tôt. OK. Alors, si on revient à notre séquence de lutte contre le feu bactérien, on a, mettons, un risque faible, on est à la bouillie soufre huile pour faire de l'éclaircissage, on continue à mesure que notre floraison continue de brûler des fleurs. En cours de route, je me rends compte que le risque augmente, je dis, OK, bouillie soufrée, ça ne suffira pas, on passe au Blossom Protect, on est à la pleine fleur, j'ai fait une application là, je vais limiter certainement la multiplication bactérienne, c'est bon. Mais si le risque est plus élevé, là, on va passer plus rapidement au Blossom Protect pendant l'éclosion des fleurs, couvrir nos fleurs à mesure qu'elles ouvrent. Si le risque est vraiment très élevé, même séquence, bouillie soufrée, Blossom Protect pendant l'éclosion, puis à la pleine fleur, là, on peut aller avec l'oxydate, du peroxyde, jusqu'au moment de l'infection. OK. Alors, vous avez vu la séquence qui est proposée sans antibiotiques, celle qu'on juge la plus efficace. Il y a des produits dont je n'en ai pas parlé et que je vais pudiquement intituler ce qui ne marche pas encore toujours bien pour essayer de dire le moins de méchanceté envers certains produits. Les phages, c'est quelque chose qui est prometteur, hein? Mais le problème, c'est que c'est prometteur depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas demain la veille. Il y a moyen d'avoir des virus de bactéries qui sont très spécifiques à Rhizonium levora, mais c'est très délicat d'un point de vue agronomique, là, arriver à un produit commercial et tout ça, on n'est pas rendu là. Donc, je vous dirais, j'ai plus d'espoir pour les phages en microbiologie humaine que pour lutter contre le feu bactérien, tout ce qu'on a vu à date. J'espère me tromper, mais j'espère qu'un jour, on aura des phages efficaces. Bloom Time et Blight Ban, avant l'homologation de la levure Blossom Protect, ces pseudomonas-là étaient vraiment ce qu'il y avait de meilleur, mais ils sont moins efficaces que Blossom Protect. Je ne vois aucun avantage à garder ces produits-là. De toute façon, je pense que d'un point de vue commercial, ils sont à peu près plus disponibles. Là. Vous êtes vraiment mieux avec du Blossom Protect qu'avec Pseudomonas. Ma conclusion personnelle, puis celle de d'autres chercheurs en feu bactérien lorsqu'on se rend compte, c'est qu'il en va de même avec les bacillus. Il y a moyen de faire fonctionner le sérénate dans certains tests. Double Nickel, Lifeguard, il arrive, il y a des résultats qui sont positifs, mais c'est moins fiable ou, disons pudiquement, on n'a pas appris comment travailler avec ces outils-là malgré nos efforts. Alors, c'est comme d'un point de vue là, de l'argent que vous investissez dans votre verger, je pense que vous êtes mieux d'investir dans du Blossom Protect que dans ces Pseudomonas ou les bacillus. Vacciplant, c'est quelque chose dont on discute souvent en Europe. La laminarine, on n'a jamais réussi à faire fonctionner ça
correctement pour le feu bactérien. Donc, voilà, c'est juste nous qui ne savons pas comment. Régalia, il y a d'autres de ces plantes-là qui sont en cours d'homologation un peu partout. Encore une fois, des résultats qui sont variables, trop variables pour être intéressants. Ce qui marche, mais les éditeurs de mécanismes de défense, ça fait longtemps qu'on en parle, au moins 2 décennies qu'on entend parler de produits comme Lactigard de Syngenta. Il y a moyen de faire fonctionner ça contre le feu bactérien. Ça va bien fonctionner, mais il y a encore, enfin, c'est pas tout à fait là. C'est pas simple. Il faudrait demander à Syngenta là, ce qui est leur intention, mais il y a moult études sur Lactigard, puis les effets qui sont parfois impressionnants contre le feu bactérien, mais il y a une question de coût, d'homologation, tout ça. Donc, Lactigard, c'est encore une fois pas pour tout de suite. Le phosphonate, et pas seulement l'aliette, donc traditionnellement, le phosphonate, ça voulait dire un produit anciennement de ronde coulante qui s'appelait l'aliette, le moyen de faire fonctionner contre le feu bactérien. Résultat variable, mais la variante, mettons, phostrol ou phosphonate, qui est pas cher, qui est efficace contre la tablure, qui est efficace contre plein de choses. Son problème, c'est que vous allez avoir des résidus pluriannuels. Une fois que le phosphonate est intégré dans le pommier, vous pouvez cesser son utilisation puis détecter du phosphonate dans les fruits des années après l'application. Alors, disons que c'est peut-être complètement bénin, mais il y a des marchés qui sont très sensibles à la détection de résidus. Ça n'a aucun effet sur l'être humain, là. Mais moi, publiquement, je vous dirais que je ne suis pas très chaud à l'idée qu'un résidu reste là année après année. Si j'ai tort, ben, c'est quelque chose qui peut être intéressant là, parce que ça reste efficace, mais ça reste là longtemps. Mettons que si vous aviez de la clientèle pour vos pommes qui dit vous avez droit à un maximum de 2 ou 3 résidus détectés dans les pommes, puis que le phosphonate en est déjà un, bien, ça limite d'autres possibles. OK. On vient à notre saison générale où on a nettoyé notre cour, on a fait notre cuivre, on a fait de l'éclaircissage, de la lutte bio, de la désinfection bio. On ne parlera pas d'antibiotiques, mais on n'a pas parlé de physiologie. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. L'idée, c'est qu'il faut atteindre le bourgeon terminal. Atteindre la cessation de la croissance du pommier, c'est vraiment la fin des risques d'infection. Une sécheresse va faire ça pour vous. Hein. Une année où il fait sec, la plante va arrêter de pousser et les risques de propagation du feu bactérien sont très réduits. Il y a moyen de faire ça par différentes techniques horticoles, là, mais aussi avec, mettons, une attelle, une béquille qui serait prohexadione calcium, là, de l'apogée comme régulateur de croissance. OK. Physiologie et fertilisation. On est passé les risques durant la fleur. Vous ne savez pas à ce moment-là nécessairement si les pommiers ont été infectés ou non. Alors, on est dans la période d'incubation parfois. Peut-être que les symptômes vont sortir d'ici quelques semaines. Mais l'objectif, c'est un bouton terminal pour la fin de la propagation. Ça, mais aussi, si on peut renforcer l'arbre et réduire sa vigueur. Ça a l'air comme contradictoire, là, mais réduire la vigueur d'un arbre. Un arbre qui pousse beaucoup, c'est un arbre qui attrape le feu bactérien plus facilement. Puis il y a moyen de renforcer l'arbre sans que ça se traduise nécessairement par de la croissance. L'émondage en été, puis là, je ne parle pas d'éradication de feu bactérien encore, là, mais l'émondage en été pour réduire la vigueur, c'est une vieille stratégie. Si vous avez des arbres qui sont vigoureux, les calmer, c'est certainement une bonne façon de gérer le feu bactérien. La taille de racine, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent ici, mais c'est quelque chose qui est de pratique courante là, pour les poires et tout ça. Tailler les racines pour réduire la vigueur, vous pourrez appeler ça un genre d'apogée horticole, mais ça peut être à considérer. Il ne faut pas rejeter ces options-là du revers de la main. S'il y a des problèmes de vigueur excessive, certainement à garder à l'esprit.
Quelques mots sur la fertilisation. Depuis à peu près 2 ans, là, j'obsède un peu sur l'idée qu'en été, on ne sait pas trop ce que les producteurs mettent sur leurs arbres. Il y a des vendeurs de fertilisants qui offrent la meilleure intention du monde, toutes sortes de recettes pour augmenter la couleur, la productivité, le X, Y, Z. Le problème, c'est qu'on ne considère pas toujours les impacts sur la phytoprotection. Alors, il y a un bulletin en ligne sur la fertilisation sans nuire à la phytoprotection. C'est en ligne depuis à peu près plus qu'1 an, maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Je suis ouvert à vos commentaires. Si je dis des bêtises dans ce bulletin-là, écrivez-moi, dites-le moi, on va corriger. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous là-dedans, ben, faites-m'en part aussi. On aime ça, avoir vos commentaires. Ce n'est pas ma spécialité, la fertilisation, mais je pense vraiment que la nutrition des arbres, c'est un dossier auquel il faut s'attaquer pour bien gérer nos maladies. Il y a une chose qui est certaine, c'est que pour le feu bactérien, de l'azote, c'est des problèmes. Dès qu'il y a apport d'azote, il y a croissance, il y a une bactérie qui est très contente. Et ça, c'est sine qua non. Est-ce qu'on peut travailler avec d'autres engrais? Bien, ça, on a regardé ça dans le cadre d'initiatives sur le feu bactérien. On a considéré des apports de calcium en cours d'été. De magnésium, là, ça peut prendre différentes formes, là, au sol avec de la chaux dolomitique, sur le pomag, etc. Nous, on a travaillé avec du sel d'Epsom, qui est une vieille recette là, pour combattre les carences en magnésium. Alors, c'est quelque chose que vous allez trouver là, dans tous les guides, même en production bio. Là, le chlorure de calcium puis le sel d'Epsom, c'est deux choses qui sont homologuées en bio. La recette que nous, on a utilisée, c'est du chlorure de calcium très fréquent après la floraison, jusqu'à hebdomadaire, avec une fréquence qui diminue en cours d'été. Un peu la suggestion qui est faite dans notre guide sur la fertilisation. Et du sel d'Epsom, sulfate de magnésium. On l'a fait sans considération de c'était quoi le taux de magnésium dans notre feuillage, où il n'y avait pas de symptômes de carence et tout ça. Je veux dire, c'est un verger qui est en santé. Benoît Gadebois, notre contremaître dans le verger, nous garde des arbres en santé, tout ça. Donc, il ne faut pas lire qu'il y avait une carence en magnésium. Pas du tout. On l'a fait parce qu'il y avait des rapports sur Internet qui disaient que le calcium et le magnésium pouvaient nuire, augmenter les risques de feu bactérien, puis la littérature ne semblait pas aller dans ce sens-là, donc on était curieux, puis on a décidé d'intégrer un programme comme ça, voir ce que ça fait. Alors, pour le sel d'Epsom, c'est les applications classiques de nouaison, quelque part en juin, quelque part en juillet, là, c'est 3 applications. Les quantités sont impressionnantes quand vous lisez les guides, là, 15 livres au 100 gallons. Si on traduit tout ça en métrique puis en unités par hectare, ça donne du 60 kg par hectare. Non, il n'y a pas de faute, c'est bien ça. Les taux varient là, en quelque part comme 45 kg à 60 kg. Alors, si vous voyez des chiffres qui sont beaucoup plus bas que ça, ben, ces chiffres-là, ils sont probablement erronés. Parce que ça, en fait, ça se trouve dans à peu près toute la vieille littérature sur l'utilisation du sel d'Epsom. C'est pas très cher, même à ces taux-là, c'est de l'ordre de 50 par hectare. C'est pas donné, là, mais ça ne coûte pas une fortune non plus. Puis ça représente, si vous faites les calculs de ce qu'on retrouve dans le sulfate de magnésium heptahydraté, ou je ne me rappelle pas du nom précisément, mais ça revient à 6 kg par hectare de métal. OK. Donc, des grosses poches, puis ça en prend 2 par hectare. C'est quand même beaucoup. Mais ça se dissout très bien, ça, c'est pas un problème. Les résultats de ça, c'est en gros, et c'est pour ça que c'est présenté ici là, dans une approche, mettons, intégrée de feu bactérien, ça ne fera pas des miracles, mais un programme régulier de calcium et de magnésium, on a observé, ça favorise la fin de croissance. Ce n'est pas systématique, mais c'était favorisé. On a observé
l'infection moindre en été sur les pousses de ces arbres-là. On a vu moins d'exudats, donc moins de ces bactéries-là qui vont se propager d'un verger à l'autre. C'est pas magique, c'est pas parfait, mais comme de toute façon, c'est quelque chose qui est souvent fait, ben, on était content de voir que c'était une bonne recette. Le calcium tout seul, mettons que vous auriez un programme seulement avec du chlorure de calcium, pour la plupart des paramètres mesurés, puis les 2 années de l'essai, c'était relativement neutre. Il y a eu un peu plus de mortalité de certaines pousses qui étaient infectées, mais c'était, disons que vous pourriez dire, juste du calcium, c'est assez neutre. De même, du magnésium tout seul, c'était assez neutre. C'est vraiment la combinaison des deux là, qui avait même jusqu'à une interaction. Pas toujours, mais c'est quelque chose qu'on observe quand même. Bon, alors, la physiologie autre que fertilisation, je vous ai dit qu'on dirait quelques mots sur l'apogée. Je ne suis pas commandité par BASF ou leurs compétiteurs parce que maintenant le Prohexadium est disponible de marques de commerce. Mais ça fonctionne bien. Le feu bactérien, il n'y a pas beaucoup de solutions magiques, mais je vous dirais que la streptomycine, c'est la solution la plus magique. Bien, la deuxième solution la plus impressionnante, c'est l'utilisation d'Apogée. Apogée est utilisé à peu près à n'importe quel moment va réduire la propagation du feu bactérien. Ce qui est l'approche classique là, au moment de l'homologation de ça, il y a une vingtaine d'années, c'est qu'on disait appliqué à la floraison, vous allez maximiser la réduction de la croissance des arbres et tout ça. Très récemment, il y a des travaux qui montrent qu'on peut appliquer ça au bouton rose et que ça fonctionne très bien. Toutes ces approches-là marchent. Il y a des conséquences physiologiques à l'utilisation de l'apogée. Il faut ajuster nos programmes d'équerçage, ça rend l'équerçage des fruits plus difficile. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que si vous faites ça au bouton rose ou à la floraison, vous ne savez pas du tout si c'est nécessaire pour lutter contre le feu bactérien. Hein? Le feu bactérien va arriver, les symptômes vont arriver beaucoup plus tard, donc vous le faites un peu comme vous faites de la streptomycine ou du Blossom Protect, sans savoir si c'est utile. Vous le faites comme en prévention, puis il y a des gens qui n'aiment vraiment pas l'idée de venir jouer avec la physiologie des arbres. Mais nous, on s'est demandé si c'était possible de commencer les traitements d'apogée après les symptômes. Alors là, vous commencez à avoir des symptômes apparaître, on est vraiment démunis à ce moment-là. Est-ce qu'on peut commencer de l'apogée? On n'est pas les premiers à émettre cette hypothèse-là. C'est parti d'articles qui ont 2002, un gars que j'apprécie beaucoup, Dave Rosenberger, qui avait essayé ça, qui avait conclu à ce moment-là que ce n'était pas rentable. Mais dans tous leurs tests, les traitements avaient lieu 1 mois après la date d'infection. Donc, disons que même après que les premiers symptômes soient apparus, il avait attendu un certain temps avant que l'apogée soit en place. Alors, la stratégie qu'on a voulu tester, nous, c'est de dire, dès que je vois des pousses qui commencent à changer de couleur, pas virer brun, là. Virer brun, c'est trop tard. Mais vous vous promenez dans votre verger, puis là, vous commencez à soupçonner que ça peut être du feu bactérien. C'est pas un réflexe de dire je vais aller faire identifier ça au laboratoire et tout ça. Le feu bactérien, ça va vite. Alors, dès que vous vous dites oh, oh, il y a un problème, il y a du feu, là, vous intervenez avec l'apogée. Et puis dans ce contexte-là, nous, on s'est demandé est-ce qu'on pouvait réduire la production d'exudats, est-ce qu'on peut réduire la propagation, etc. Puis en fait, oui, quand on applique l'apogée rapidement après la sortie des symptômes, des pousses qui autrement auraient été très infectées vont l'être moins. Évidemment, là, ça a l'air d'une publicité pour BASF, là, c'est pas toujours aussi dramatique, là, la réduction d'infection, mais ça marche relativement bien. De même, l'exudat bactérien, on en voit beaucoup moins quand on applique 350 grammes par hectare, on frôle les doses limites de l'étiquette. Donc, dès apparition des symptômes, 2 traitements à 1350 grammes par hectare, on frôle les doses limites de l'étiquette. Il faut vraiment y aller rapidement. La deuxième application, c'est un peu le même principe que les programmes actuels, c'est-à-dire que la molécule va avoir une efficacité, elle prend un certain temps avant d'être efficace, puis ensuite elle va être efficace pendant à peu près 2 semaines, donc on vient
augmenter son efficacité par la suite. Ces deux applications-là, ben, ça faisait, c'était assez, c'était bien. Puis là, ben, l'avantage, évidemment, c'est que comme c'est après sortie des symptômes, ben, vous le faites seulement si c'est nécessaire. Ça vient, je pense, combler un trou en été parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options qui sont disponibles. Puis à ce moment-là, je présume que lorsque vous faites de l'apogée après vos interventions d'éclaircissage, ben, qu'il n'y aura pas d'interférence, ou du moins beaucoup moins. On n'a pas regardé ça de proche, mais il me semble que ça fait sens qu'il y aurait moins d'intervention, il y aurait moins de problèmes avec l'éclaircissage. OK. Alors, on vient à notre stratégie sur toute la saison. On inclut maintenant des aspects physiologiques apogée-coup-dose. On n'a pas parlé de cuivre durant l'été et d'éliminer les pousses infectées lorsqu'il y a apparition de feu bactérien. Puis c'est les derniers sujets qui étaient au programme. Je ne sais pas, en termes de temps, comment on se débrouille, mais voilà. Les pousses infectées. Dès que vous voyez des pousses infectées, les interventions rapides sont toujours les plus efficaces. Il faut intervenir avant que ça tourne au brun. C'est sûr, vous allez me dire, ça sort et ça sort très rapidement. Si ça sort en fou et qu'il y a beaucoup de symptômes, il y a des choix à faire. Hein? Le choix de ne pas intervenir peut être valide selon les circonstances. Si vous n'avez pas de voisins qui vont être affectés par votre feu bactérien, ça reste chez vous, ça peut être une solution. Mais normalement, à chaque fois qu'on a fait des tests, intervenir rapidement puis enlever le feu rapidement, c'était toujours mieux que de rien faire. Quand on enlève le feu bactérien, on peut y aller à la main et arracher les pousses. Steiner, aux États-Unis, pendant longtemps, proposait de laisser un genre de moignon qui pouvait servir de pare-feu. Alors, si vous laissez un bout de branche là, un bout de... Au lieu de faire une coupe agronomique nette, de laisser un moignon, ça peut être une bonne idée. Mais arracher à la main, si vous pouvez le faire, c'est excellent aussi. On évite les périodes humides pour l'arrachage des pousses infectées. On jette le bois infecté dans le centre de la rangée. Au sol, ça va sécher. Essayez de prendre du temps pour sortir ça du verger. Le temps est mieux investi à arracher des pousses qu'à les transporter. De même, les sécateurs et tout ça, il est possible de propager le feu bactérien avec des sécateurs contaminés et puis en se frottant sur les arbres et tout ça. Mais si vos équipes de nettoyage sont conscientisées et qu'on leur dit de limiter au maximum les contacts avec les symptômes, je maintiens, puis au test qu'on a pu faire dans le passé, c'est que vous allez rapidement... ce qu'il faut faire, c'est agir rapidement. Donc, la stérilisation des sécateurs, puis essayer de sortir le bois de taille, c'est pas rentable. Puis, il faut prioriser les blocs. C'est un peu comme dans un hôpital, disons, en temps de guerre. Les gens qui manquent déjà, qui vont mourir, ben, on les laisse mourir, mais les jeunes arbres avant les vieux arbres, ils vont pas mourir du feu bactérien. Les jeunes arbres, c'est eux, si vous pouvez les sauver, c'est là où il faut mettre l'effort, c'est clair. Le cuivre estival, vous pouvez en cours d'été appliquer du cuivre. Il y a des limites quant à l'homologation. Le Cueva, actuellement, c'est ce qui est disponible. En cours d'été, ça peut être très bien. Sur des cultivars qui sont très sensibles, ça peut causer des problèmes de roussissure. Mais bon, c'est pas pour tous les cultivars, mais ça marche bien. Les traitements réguliers de Cueva vont ralentir le feu. Ça peut être une option, par exemple, des pommiers qui ne sont pas en production ou le cultivar est très tolérant au cuivre, comme par exemple la Gala, c'est très tolérant au cuivre. On n'y pense pas, mais la Golden, par exemple, ça c'est très sensible au cuivre, mais la Gala, elle, est tolérante. Votre marché, pas de problème avec ça aussi. Il y a d'autres webinaires sur le feu bactérien. Celui que vous avez vu a été inspiré de l'initiative de Quan, Dan et de Neil dans l'Est des États-Unis. Dans l'Ouest, l'expert incontesté, c'est vraiment Ken Johnson, qui a lui-même produit des webinaires sur le feu bactérien. J'espère que ça vous a plu. Je vais changer d'écran pour regarder maintenant les questions. Donc, je ne sais pas si Gérald est en ligne pour animer ça.
Oui, normalement, je suis en ligne, là. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je pense que oui. Oui, pendant ta présentation, j'ai noté les différentes questions. Puis, je peux te les lire. Puis, j'invite là, les gens qui, pendant la présentation, n'ont pas pris le temps d'écrire leurs questions, de le faire à ce moment-là. Puis, on pourra continuer. Le webinaire prévu se terminer vers 15 heures. On a encore pas mal de temps. J'ai eu environ 6-7 questions. Mais ça, je les envoie dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Là. Donc, la première, c'est quand tu as parlé de l'importance de gérer le feu en parlant, pas seulement chez soi, mais aussi parler à ses voisins. Hein. Il y avait une photo d'une clôture avec l'inoculum de feu bactérien chez le voisin. Il y a une question de quelqu'un qui a demandé sur quelle distance cette influence-là du voisin peut se faire sentir. Oh, ça se mesure, tu sais, c'est pas des mètres. Là. Vous répondre sur des mètres, là, les insectes, ils connaissent pas les clôtures puis les frontières, puis ils vont voyager sur des kilomètres. Mais évidemment, vous allez avoir un gradient très abrupt. Ce qui est le voisin immédiat et quelques rangées de pommiers va vous affecter bien plus qu'un voisin qui est à 1 kilomètre. OK? Mais ça se définit pas comme ça. Je comprends là, que si on veut se plaindre de son voisin, dire mon voisin me cause des ennuis puis que le verger est à 500 mètres, ben bon, c'est possible, mais c'est bien plus probable que la source est à 50 mètres qu'à 500 mètres. Je comprends que c'est une réponse bien partielle, là, mais c'est ça. Le gradient, il est très abrupt. Les sources sont souvent à proximité. OK, merci. On a aussi quelqu'un d'autre, là, je m'excuse, je n'ai pas noté les noms des gens qui ont posé des questions, mais tu as parlé de couteau agronomique, comme quoi ça peut faire des miracles. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, ça ressemble à quoi exactement un couteau agronomique? Là, vous demandez à un agronome d'asphalte qui ne va jamais tailler des pommiers dehors à quoi ressemble un couteau agronomique. Je vous avoue, moi, je n'ai jamais manipulé ça, mais on me dit que c'est une lame qu'on peut manipuler qui est très efficace pour ça. Moi, je ne l'ai jamais faite moi-même. Alors, c'est des collègues, les gens qui travaillent au verger qui disent oui, il y a autre chose qu'une scie à chaîne pour cureter des champs. Peut-être le sens de la question, c'est qu'est-ce que ça a de différent d'un couteau? Est-ce qu'un couteau ordinaire peut faire la job finalement? Ben, ce qui vous plaira, là, je sais juste qu'il y a des beaux outils spécialisés pour faire ça, mais ce qui marche, là, tant qu'on élimine la bordure des chancres, là où se trouvent les bactéries, puis que c'est pratique pour travailler dehors, pas de problème. OK, merci. Aussi, quand tu as parlé de RimPro, tu as montré là, le graphique, comment gérer un peu les applications avec RimPro. Quelqu'un qui a demandé comment on fait pour connaître le niveau critique. Le niveau critique, c'est-à-dire que dans le RimPro a un seuil, hein, aussi imparfait soit-il, il y a un seuil numérique dans RimPro, là, duquel il va dire oh, la population bactérienne est trop élevée, on a des conditions d'infection, donc on va déclarer l'infection, puis la ligne va passer au rouge. Là. Mais c'est quelque chose qui est fait automatiquement dans RimPro, puis c'est un seuil qu'on ajuste au mieux, mais évidemment, rien n'est parfait. OK. Aussi, tu as parlé d'utilisation du Blossom Protect avec le souffle, là, si j'ai bien saisi, puis je n'ai pas toujours été attentif à 100%. Mais quand tu parlais de cumulus, à ce moment-là, tu parlais-tu seulement de cumulus? Autrement dit, le souffle microfin, c'est pas admissible, juste du cumulus? Non, en fait, ça va fonctionner avec le soufre en général. Le soufre, comme poudre mouillable, ben, c'est pas quelque chose qui est le fun à utiliser. Il y a des belles formulations, puis je ne travaille pas pour BASF. Cumulus, c'est une marque déposée de BASF, mais il y a aussi du microthiol disperse, là, qui est le même principe où on a 80% de soufre puis une belle formulation. C'est plus agréable à travailler avec ça. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec du souffle microfin. OK.
Tu as parlé aussi d'oxydate, évidemment. Quelqu'un qui a demandé c'est quoi la dose, le litrage pour l'oxydate. Il y a quelqu'un d'autre sur le clavardage qui a répondu 10 litres par 1000 litres. Donc, je ne sais pas Ouais. si tu as quelque chose à dire là-dessus. En fait, c'est ça, comme la dose d'oxydate, ça fait partie de ces belles étiquettes qui sont en pourcentage plutôt qu'en dose à l'hectare et tout ça. Là, je n'ai pas l'étiquette sous les yeux. Je présente cette option-là, mais ça peut être un long débat. Le débat sur les doses, les volumes de bouillie et autres considérations de pulvérisation. Moi, j'aimerais tellement ça sauter à pieds joints sur l'occasion qui est offerte et de dire le prochain webinaire pourrait être sur les volumes de bouillie à l'hectare, comment interpréter les étiquettes, pourquoi parfois on a des étiquettes qui sont en pourcentage et des étiquettes qui sont en dose par hectare. Ça serait plus intéressant que juste essayer de sauter à pieds joints sur là, parce que là, en fait, j'imagine 3 personnes qui vont lire l'étiquette vont arriver à 3 doses différentes. C'est un sujet en soi, là, les doses en concentré, et comment lire les étiquettes. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ces étiquettes-là? J'aimerais ça pouvoir donner ça comme webinaire, en fait. C'est bon, on prend toutes les suggestions, même les tiennes. Je voudrais faire remarquer à toutes les personnes qui écrivent sur le clavardage que c'est parfait. J'invite ceux qui ne regardent pas leur clavardage de le regarder parce qu'il y a des gens qui répondent aux questions aussi. Puis là, je ne me mettrai pas à lire toutes les réponses de tout le monde. Je vais me contenter des questions. Mais c'est super là, que les gens donnent des infos au moyen du clavardage. Par exemple, que le souffle microfin, c'est pas mal moins cher que le cumulus, des choses comme ça. Fait que vous avez juste à lire votre clavardage. Moi, Vincent, je vais te poser les quelques autres questions qui restent. L'ATS, est-ce que ça peut faire le même effet que l'oxydate? Bon, on n'a pas eu autant de succès avec ATS, donc je ne sais pas comment faire travailler ça pour brûler des fleurs. Reste que, ben c'est ça, dans nos résultats, on n'a pas pu dupliquer ce qu'on faisait avec la bouillie soufrée. C'est ouais, malheureusement, un peu moins. Un peu moins. Okay. Puis l'oxydate, justement, toujours étant, c'est un produit qui est un stérilisant. Donc, si on l'applique après le Blossom Protect, est-ce que ça va complètement éliminer la levure? Totalement. C'est pour ça que là, c'est en fin de campagne. La levure a fait son travail de diminution des populations bactériennes, mais quand on arrive avec l'oxydate pour, mettons, vraiment nettoyer ce qu'il y a, ben, on nettoie aussi la levure. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée en début de floraison, parce qu'il pourrait y avoir recolonisation des fleurs par la bactérie. Donc, c'est vraiment proposé à la fin de la floraison. Ou avant l'infection, mais après le Blossom Protect. C'est pas essentiel. L'oxydate est un outil additionnel dans les cas où on juge que là, on est à côté dans le risque. Là, c'est un outil additionnel. D'accord. Là, je regarde les dernières questions. Ce n'est pas toujours en lien direct avec ta présentation. Il y a quelqu'un qui demande des informations ou de la documentation sur l'éclaircissage chimique en bio avec le lime sulfur. Si j'ai bien compris, ça, c'est plus une suggestion pour un prochain webinaire. Je ne sais pas, Vincent, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'éclaircissage, que des gens là, qui sont bien plus passionnés par ce sujet-là, comme Evelyne Barriot. Donc, je ne vais pas répondre à des questions d'éclaircissage, c'est sûr. Là, Gérald, j'ai comme trouvé comment accéder aux questions et tout ça. J'en vois une, je pense, qui n'a pas été répondue, c'est ce que je pense de l'argile sulfurée, le mycocine. Le mycocine, là, c'est pas homologué ici. C'est effectivement très populaire en Suisse. C'est un produit moins cher et moins efficace que le Blossom Protect. Eux autres, qui insèrent ça, mettons, quand les risques sont plus élevés, ils vont passer du mycocine au Blossom Protect. C'est certainement moins efficace que le Blossom Protect. Eux, ils voient un avantage. C'est un produit plus local et tout ça. Donc, je ne sais pas si ce serait très utile qu'on homologue ça ici. Là.
Ce qu'on fait avec le mycocine, c'est probablement ce qu'on fait avec la bouillie soufrée. Ça pourrait s'insérer, mais dans la mesure où c'est vraiment pas cher et qu'on comprend que c'est moins efficace. Parfait. Écoute, si tu veux continuer avec les questions, c'est comme tu veux. Là. Moi, il m'en restait 2. C'était comment qu'on fonctionne le score des risques d'infection. J'imagine que c'est dans l'intro, ça. Le score, ça, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Non, c'est ça, moi non plus. Les risques d'infection. Paul Émile m'a mentionné que l'an passé, le niveau était très bas à comparer. Ah, oui. Oui. Bon. Ben, Rimpro, c'est un outil qui est en évolution, là, donc on essaie c'est difficile de comparer une année à l'autre et de dire, ben, il y a une année où j'ai eu tant de journées de risque de feu bactérien, l'autre année, il y en a moins. Bon, une journée qui est très favorable à la floraison puis qui a un risque moyen, comment on gère ça par rapport à des journées où il y a moins de feu, moins de fleurs qui éclosent? Alors, quand on élaborait le modèle, il y a eu de l'évolution dans le temps. Alors, si les gens ils ont pu noter que d'une année à l'autre, ça change un peu, oui, c'est un work in progress et c'est comme ça. Ça va toujours être comme ça. Il n'y aura jamais de modèle parfait. Donc, on essaie d'avoir un modèle qui va maximiser l'information. Si je vous dis à tous les ans, il va y avoir un risque de feu bactérien, ça s'appelle crier au loup, puis on dit de créer des faux positifs. Si j'en crée tout le temps des faux positifs, vous allez arrêter de m'écouter. Et à l'inverse, si je me trompe et je dis il n'y a pas de risque, puis il y en a, vous ne serez pas content. C'est ce qu'on appelle un faux négatif. Le jeu, c'est d'essayer de se tromper le moins souvent puis d'avoir raison le plus souvent. Mais c'est pas parfait. D'accord. Écoute, il me reste une dernière question, mais avant que les gens se déconnectent, je veux juste faire une petite parenthèse, je te garde la dernière question, Vincent, pour la fin. Là. Juste vous dire qu'on a eu des petits problèmes. Pour certaines personnes, on a eu des petits problèmes en cours de webinaire. On a pris en note les problèmes, puis on va s'assurer que la prochaine fois, ça roule encore plus rondement. Là. Donc, on va revenir. On a tous vos courriels. On va revenir avec des solutions pour ces problèmes-là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, mais il y en a eu quand même. Donc, Vincent, pour la dernière question que j'ai, là, c'est un peu en lien avec la précédente. Là. Jusqu'à quel point faut-il traiter contre la brûlure bactérienne si nous n'avons aucun historique de brûlure dans notre verger et aucun autre verger dans les environs? Oui. Chaque région où il y a eu du feu bactérien s'est posé cette question-là, souvent même délaissé les traitements contre le feu bactérien. Puis évidemment, le feu bactérien, il revient au moment où on s'en attend le moins. C'est une très bonne question. Pendant des années, on avait le fantasme d'essayer de suivre les populations bactériennes en nature, dans les vergers. C'est pas simple, c'est coûteux. Donc, quoi faire? Hein? Il n'y a pas de feu dans ma région, puis là, tout d'un coup, il y en a. Il faut être très attentif à son entourage. Il n'y a pas de génération spontanée. Il y a des endroits où je suis allé où il n'y avait pas eu de feu pendant des années et des années. Il y a une année où éclosion de feu bactérien monstre, je vais visiter le site, puis avec le producteur, on regarde autour, puis qu'est-ce qu'on voit dans les centaines de mètres autour du verger, un nouveau quartier résidentiel avec, on devine, des aménagements paysagers, tout ça. Puis on surgit dans les environs du verger, mais on ne prête pas toujours attention à ce qui se passe. Le message, c'est, il n'est pas parfait, mais il faut être très attentif à ce qui se passe autour de nous. Le fait de ne pas avoir eu de feu pendant des années ne garantit pas qu'il n'y aura pas de feu qui va apparaître à un moment donné, parce que justement, les autres, la bactérie peuvent apparaître, puis l'année que tous les ingrédients vont être là, le feu va éclater. C'est une réponse un peu poche, là. Je me mets à la place de la personne qui l'a posée. Ça, c'est Francis Boileau. Bon, mais je suis désolé, Francis, mais c'est ça. Il n'y a jamais de garantie. Je dirais qu'être producteur, je gérerais le risque en fonction de la valeur de mes blocs. Des blocs
arbres plus jeunes, cultivars plus sensibles, je serais toujours plus nerveux. C'est sûr que quand les risques sont à peu près nuls dans Rimbo, il ne faut pas s'énerver avec le feu bactérien. Mais les années où les risques sont élevés dans Rimbo, c'est ça, il faut être aux aguets. L'avenue de traiter une fois les symptômes apparus me semble quelque chose qui serait intéressant. Si j'étais producteur, j'y penserais. Il y a peut-être des blocs qu'on pourra gérer comme ça. Un bloc où on se dit, bon, lui, je ne fais rien pendant la floraison. Puis si jamais il y a quelque chose qui sort, ben, c'est des pommiers qui ne vont pas mourir parce qu'ils ont un certain âge. Et puis, je vais pouvoir atténuer l'épidémie en cours d'été. Ça peut être une solution. Pas mur à mur, évidemment. Puis si vous avez des voisins avec des blocs de pommiers très sensibles, il faut penser à eux. Il y a une responsabilité sociale là-dedans. Là. Vous ne voulez pas être en guerre avec vos voisins. Eh bien, merci Vincent. Dernier appel, la question. Je vous remercie tout le monde pour vos bons commentaires. Puis, on va attendre aussi vos suggestions. N'est-ce pas, Gérald? Tout ça, c'est enregistré. Fait que les gens qui voudraient consulter ça vont pouvoir le faire. Il y aura un lien qui sera lancé, je pense, là, qui sera diffusé. Tout à fait, là, grâce à votre inscription dans votre courriel. Puis, on va vous envoyer le lien quand ça va être disponible avec, comme je vous disais, des petits trucs pour la prochaine expérience pour que ce soit encore plus agréable. Bien, merci tout le monde. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présentation. Très claire, très appréciée de tout le monde, incluant de moi. Bien, si ça vous n'hésitez pas à lancer des sujets, on pourra refaire ça. Tu sais, des fois, le contact visuel, être là en personne, c'est le fun, mais bon, le webinaire, c'est complémentaire. Oui, merci encore tout le monde. Au revoir.